et bienvenue dans ce nouveau podcast de Plume à Papote. C'est Flora et c'est Emma. Aujourd'hui, on va donc faire un petit podcast sur un point, c'est quoi, historique un petit peu? Un peu, ouais, je pense qu'on peut considérer comme un point historique. C'est notre catégorie un peu plus histoire ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on voulait parler d'Halloween. Effectivement, donc quand ce podcast sortira, on sera en plein mois d'octobre, donc du coup on s'était dit que ça pourrait être intéressant de faire aussi un petit truc historique sur comment c'est arrivé, qu'est-ce que c'est vraiment Halloween, parce qu'on aime toutes les deux cette période, je pense, de l'automne, des décorations d'Halloween, des gens qui redécorent leur maison dès le 1er septembre sur Halloween, surtout aux États-Unis où c'est clairement quelque chose qui est très imprégné dans leur culture. On sent vraiment qu'il y a un switch à un moment donné. On sort vraiment du summer vibes et tout, du côté c'est l'été, tout ça, et d'un coup en fait, bon, ça on en parlera, je pense à la fin du podcast, je pourrais en parler du côté marketing et tout. On est à peine fin août qu'il y a déjà beaucoup de choses sur Halloween, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Mais j'ai déjà vu des gens sur TikTok qui ramènent leurs décorations, enfin dans les grandes maisons à l'américaine. J'étais en mode putain les gars, on est même pas le 1er septembre. Ouais, que c'est déjà dans le mood Halloween. C'est waouh. Mais effectivement, enfin toi comme moi, je pense qu'on est attiré par ce côté un petit peu sorcière, mystique que maintenant à Halloween a toujours eu, et ça en fait tu vas pouvoir toi nous en parler car tu connais quand même beaucoup, enfin tu as beaucoup travaillé surtout sur le sujet d'Halloween et surtout sur les fondements, les croyances et tout ça. Et moi on va dire que je parlerai un petit peu après plutôt d'aujourd'hui. Je prends le lead de cet épisode. Mais prends le lead. Mais avec des petites interventions de Flora. On l'espère. Il faut savoir que pour moi Halloween, enfin tout ce qui est un peu ésotérique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve l'ambiance hyper intéressante. J'ai un pendule, j'ai un tarot, j'ai des oracles. Alors je ne sais pas forcément m'en servir encore aujourd'hui, mais c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée parce que je trouve que ce lien avec le fait de croire en une autre partie, une partie un peu plus cachée, un peu plus sombre pour certaines personnes, c'est intéressant. Alors je dis pas que j'y crois à 100%, je dirais un peu comme saint Thomas disait, je ne crois que ce que je vois. Parce que j'ai vécu, je pense, des petits trucs qui me disent qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait arriver, mais j'ai quand même mon esprit très cartésien quand même qui me dit Emma, attends. Le pendule, je sais que bon, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en jeu quand tu fais du pendule, dont les micro-mouvements, des choses comme ça, mais c'est toujours un univers que j'ai adoré, que j'adore encore. Je sais que Halloween, j'ai toujours ma petite période où je me replonge un peu dans tout ça. J'ai mon petit carnet où je note des informations sur, par exemple, là, tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est des choses que j'avais notées. Et je me base sur un livre que j'aime beaucoup, qui fait partie des éditions Danae, qui s'appelle Collection des grimoires des sabbats. Donc là c'est le livre sur Samhain qui est écrit par Katie Horan Ferrella. C'est des livres donc vous allez pouvoir les retrouver en fait où il y a toutes les fêtes, un livre différent par fête, et je trouve que c'est des bouquins qui sont hyper intéressants parce qu'il y a beaucoup de choses dedans et la plupart des choses viennent de ce bouquin. Donc, pour commencer, il faut savoir que du coup, au fil du temps, les hommes ont créé divers calendriers, dont certains qui existent encore. Donc on peut parler de notre calendrier grégorien, qui est encore celui qu'on utilise actuellement, avec ses mois, ses jours repérés par rapport au soleil, si je dis pas de bêtises. Il y a le calendrier qui est julien, qui est utilisé par les églises orthodoxes, qui est encore utilisé par les églises orthodoxes pour célébrer certaines fêtes croyantes. Mais on a aussi le calendrier hébraïque, celui des juifs, mais il y a aussi le calendrier chinois, le calendrier hindou, d'un calendrier qu'on connaît moins, mais qui existe encore en fait. Donc on se rend compte qu'il y a eu divers calendriers qui ont pu exister à travers les époques. Et du coup, nous aujourd'hui, on va du coup parler celui plus qui a été utilisé par les peuples celtes, donc irlandais, vikings aussi un peu. Je pense qu'il y a aussi un peu, je sais pas, les Gaulois. Gaulois, c'est ça. Alors j'ai plus les Celtes en général, c'est Irlande, Écosse. Tous les pays en haut, ce qui est anglo-saxon, je pense. En fait, et les Gaulois. Ouais, je pense avant qu'ils soient pris par les Romains, quoi. C'est ça, exactement.
Donc faut savoir que pour donc les Celtes, c'est le calendrier qu'ils appellent le calendrier païen. Donc en fait lui se base sur les cycles de la nature, les variations qui se passent et les activités humaines qui peuvent se passer dans l'année. Donc les récoltes, les choses comme ça. Donc on va y revenir un peu plus précisément. Donc ce calendrier-là, il a une forme un peu particulière. Donc si vous voulez regarder la roue païenne sur Google Images, en fait vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un rond, une roue en fait pour les cycles de l'année. Et du coup les divers rayons du cycle marquent les changements de la nature durant l'année entière. Il faut savoir que du coup c'est des sabbats, on appelle ça des sabbats, ce sont des fêtes qui désignent en fait des assemblées, donc à l'époque de sorcières, comme c'était écrit. Après tout dépend des croyances, hein, bien sûr. Là on va parler un peu plus de tout ce qui tournait vers la magie, donc vers la Wicca pour ceux qui connaissent, des choses comme ça, donc c'est vraiment un peu plus tourné vers la magie. Ouais, disons que en fait, si je peux faire une micro-interruption dans ton exposé, c'est qu'en fait là ça me questionnait pas mal, même là pendant que tu parlais, il y a un côté Halloween où nous on a un rapport même différent. C'est que toi tu y crois un petit peu, voilà, à tout ce qui est un peu la sorcellerie, la magie, ou même juste l'idée qu'il y ait un au-delà, et qu'à Halloween on peut un peu rentrer en contact, voilà, qu'il y a une brèche qui est assez fine pour pouvoir rentrer en contact avec un monde extérieur aux humains. Et donc moi disons que Halloween c'est vraiment purement esthétique. Je ne dis pas que je ne crois pas du tout en une forme de spiritualité ou un truc comme ça. Bon, en fait je crois pas en grand chose. Non mais c'est vrai que par exemple j'ai des, comment on appelle ça, des, par exemple, tu sais, mettre une bougie dans une église ou un truc comme ça. J'ai des petits rituels comme ça que j'ai peut-être par superstition ou autre. Donc c'est une forme de croyance, mais je ne crois pas forcément en fait. J'arrive pas en fait à me mettre à ce point dans le mood sorcière en y croyant à ce point. Par contre, l'esthétique de la sorcière, l'esthétique de la sauge, tu vois, des pierres ou quoi que ce soit, et qu'on retrouve du coup plus de tous les usages un peu de tous les usages justement. Et alors le côté celtique, je l'ai saigné mais pendant des années aussi, mais c'est vraiment pour ma part un côté. C'est vrai qu'on aurait pu commencer par nos points de vue différents, tu vois. Oui, on aurait pu commencer par ça. Bon bah ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant. C'est la vida. Hein. Non mais tout ça pour dire que c'est vrai que notre rapport à Halloween est peut-être différent là-dessus. C'est qu'en fait, moi, côté sorcière et tout ça, je l'aime énormément, mais vraiment presque purement esthétique. Alors que toi, tu as ce rapport, et c'est pour ça qu'aussi, c'est toi qui prends le lead aujourd'hui, car tu connais beaucoup plus dans le fondement les croyances celtes, leurs usages et tout ça, et donc voilà, petit écart juste pour dire ça. Mais c'est toutes les deux quand même une fête une période qu'on affectionne beaucoup. Ah oui, bien Après sûr. Voilà, avec des, moi j'ai mes petites préférences sur cette fête là parce que je trouve qu'elle est très intéressante niveau point de vue et tout ce que je vais vous dire après derrière, mais je trouve que pour nous deux c'est une fête qu'on tient quand même à cœur, même si bon aujourd'hui on fait plus de balades déguisé pour aller chercher des bonbons. Et bah moi je l'ai jamais fait, tu vois. Ah bah déjà premier point, mais on en parlera si tu veux après. Mais c'est vrai qu'on a un rapport, et je pense aussi une enfance par rapport à Halloween très très différente. Bah je pense que ça on pourra y revenir à la fin, parce que je suis d'accord aussi, j'ai un truc un peu particulier aussi comme toi je pense à Halloween. Je pense que je suis plus tournée à Halloween, vers Halloween grâce en fait à la culture pop. Oui, clairement. Tandis que toi beaucoup plus aussi vers les croyances. Voilà. Fin de l'aparté, Emma reprend le lead. Allez-y, madame. Donc la roue païenne, il faut savoir que c'est donc je disais des sabbats, et en fait on va retrouver donc 8 sabbats différents, dont 4 majeurs et 4 mineurs. Les mineurs ils correspondent aux périodes du soleil dans la position du soleil, donc les équinoxes et les solstices. Je vais faire vite, mais en fait je vais juste vous donner les divers sabbats qu'il y a. Donc pour les mineurs on a Ostara. Donc ça se passe au niveau du 19 au 21 mars, c'est pas des dates précises comme nous on peut avoir, c'est sur une période. J'y reviendrai plus tard, mais par exemple Samhain qu'on va parler vraiment en tout dernier, elle c'était sur une période de 7 jours, 3 jours avant, 3 jours après et le jour même en fait. Donc c'est vraiment des périodes où on célébrait du coup des choses pendant cette période là. Donc du coup Ostara c'est par rapport à la durée du jour en fait qui est égale à la durée de la nuit. Donc la nature se réveille de son sommeil, de nouvelles pousses sortent de la terre, moment de penser à ses projets pour l'année. Ils sont pas dans l'ordre de la roue païenne, mais c'est parce qu'en fait les sabbats majeurs sont les plus importants, et Samhain en fait, je leur expliquerai tout à l'heure, mais c'est le nouvel an
pour les Celtes, ceux qui croyaient à ça, la sorcellerie, même la Wicca, qui est une sorte de religion ésotérique. Ouais. Je sais pas trop comment le définir, mais c'est une des religions qui est les plus utilisées par les sorcières, entre grosses guillemets. Ouais, c'est une religion de base, la Wicca. Ok. Ouais, clairement, oui. J'ai un bouquin là-dessus. Ouais, c'est clairement une croyance avec. On parle pas là-dedans, mais en fait, eux, leur roue païenne se base sur la nature, mais aussi en fait sur une divinité, un dieu et une déesse. Et avec, en fait, c'est le cycle de la vie du dieu. Le dieu naît, le dieu, la déesse enfante le dieu, le dieu se lève, le dieu machin, et en fait à la fin de l'année, le dieu meurt, et en fait ça recommence quoi. Ok, donc ça c'est pour la religion Wicca. Là je me suis un peu plus passée juste sur la nature parce que c'était un peu plus simple de faire comme ça. En fait, de ce que je peux, si je peux oui. Non, en vrai. En fait, de ce que je comprends, c'est que leur calendrier à eux est beaucoup plus en fait formé en fonction des saisons et donc en mode utilitaire face en fait aux récoltes. C'est ça, exactement. Et en fonction de ce que va leur donner la terre, le soleil et tout ça. Exactement. Tandis que nous, on est sur un calendrier qui est encore un peu formé comme ça, mais que j'ai pas l'impression à ce point en fait. Non, nous c'est clairement je sais même pas pourquoi on a gardé celui-là. Mais après il y a eu aussi pendant une période durant la Révolution française le calendrier napoléonien. Ouais, c'est ça. Qui est hyper compliqué à comprendre. C'est moi quand je fais ma généalogie et que je suis arrivée par là, j'ai dit là je vais pleurer. Alors heureusement qu'il y a des sites qui mais premier de Vermeer, premier de machin, tu dis je comprends rien. C'est horrible. Et je suis contente qu'on soit quand même revenu au calendrier grégorien. Oui, bah oui. Mais oui, il y a du coup c'est vraiment les différents calendriers se basent vraiment sur des trucs différents et dont celui-là la nature. Je trouve ça que c'est aussi intéressant parce qu'en fait ça peut permettre de comprendre des choses aussi. Donc franchement je trouve que c'est un bon calendrier. Pour en revenir du coup au sabbat mineur, on a l'Ita qui est après, donc c'est le solstice d'été qui se passe au niveau du 20 juin. Okay. La journée la plus longue, le consacre que nos projets prennent forme. C'est un peu ce qui est vraiment la nature avec aussi l'humain, comment il travaille au fur et à mesure de l'année. On a Mabon qui est du coup l'équinoxe d'automne qui se passe au niveau du 22 septembre. Donc à partir de cette fête-là, la nuit prendra le pas sur le jour. C'est la période des réserves avant la période sombre qui commencera du coup à Samhain. C'est la deuxième récolte de l'année. Ensuite on a Yule qui est du coup le solstice d'hiver qui se passe au niveau du 21 décembre. C'est la nuit la plus longue de l'année, les jours se prolongent après. Donc la période sombre prend fin petit à petit. On célèbre la naissance du soleil. Cette survie pendant la période sombre est représentée par les sapins et les autres conifères du coup qui restent debout sans perdre leurs feuilles durant cette période de sombre, du coup ils appellent ça comme ça. Au niveau personnel, il est temps de rêver et de songer à nos objectifs de l'année. Et Yule, c'est en fait notre Noël. C'est à peu près la cette période-là, c'est ça. Okay. Il faut savoir que dans le livre, c'est vachement bien parce qu'en fait, c'est expliqué par fête aussi. Et il parle, par exemple, pour un peu le moment de Pâques qui vient après, il parle justement de faire décorer des œufs, de faire machin. Et en fait, j'ai pas tout écrit parce que sinon ça pourrait durer des heures juste pour les sabbats. Donc c'est quand même des traditions qu'on a encore aujourd'hui. Il y a certaines choses qu'on peut, utiliser encore aujourd'hui. Parce qu'on en parlera après, mais c'est vrai que il y a eu une récupération du christianisme en fait, de tout ça. Enfin, donc c'est exactement. C'est. Donc, finalement, on a encore des traditions celtes. Ouais, un peu en fait. Oui, sur les œufs, les choses comme ça. Oui, c'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai fait c'est vrai qu'en fait on le fait encore en fait un peu de décorer des œufs, de faire des trucs comme ça. Donc non, il y a quand même des choses qui sont encore gardées, mais de toute façon on y reviendra à la fin sur l'Église et le christianisme qui a repris un peu ses droits sur ça. Le contrôle. C'est ça. Donc après ces 4 sabbats mineurs, on a les 4 sabbats majeurs qui eux ne se basent pas sur le cycle du soleil, mais sur des événements agricoles, les changements de la nature et aussi un peu plus spirituel. On a Imbolc du coup qui est la première de la roue que j'ai pris moi, qui se passe entre le 1er et le 2 février. Donc c'est la sortie de l'hiver, les pousses sortent de terre, la lumière émerge pour nous libérer du froid, l'heure de planifier nos objectifs. Voilà. D'accord. C'est vraiment ça fait un peu astrologie. Ouais, carrément. T'as l'impression de lire des trucs d'astrologie, mais du coup c'est vrai qu'en fait quand tu files le schéma de l'année, tu fais c'est vrai qu'en fait ça suit bien le temps de réaliser les objectifs, de les travailler, tout ça, c'est vraiment très cadré en fait. Ouais. C'est ça surtout, et du coup on comprend pourquoi, parce que en fait faut pas faire n'importe quoi, sinon t'as pas de récolte en fait, tu bouffes. Exactement, on va y revenir justement après. Donc on a ensuite après Imbolc, on a Beltane qui se passe le 1er mai. J'espère que j'écorche pas, alors moi je les prononce comme ça, mais il y a Samhain par exemple, il y en a qui me prononcent Samhain.
alors que c'est écrit A-I-N à la fin. Mais je sais pas du tout, ça dépend peut-être des... Mais bon, voilà, en tout cas je l'ai dit comme ça. Oui. Donc Beltane, entrée dans la saison claire, on passe de la réflexion à l'action, on fait avancer nos objectifs. La nature reprend ses couleurs au 1er mai avec la floraison et tout ça. Donc ça suit quand même les choses, je trouve, actuellement qui se passent. Après on a Lughnasadh qui est le 1er août, le festival des moissons qui marque la première récolte. Les jours raccourcissent, la terre est généreuse et nous célébrons l'abondance, nos projets arrivent à maturité. Et on finira du coup par Samhain, qu'on va du coup parler aujourd'hui, qui se passe du coup le 31 octobre au 1er novembre, mais comme je disais tout à l'heure, en fait ça se passe sur vraiment une semaine de célébration, parce que du coup pour certaines croyances, c'était vraiment le nouvel an, et du coup le recommencement à zéro, la naissance du dieu pour les Wiccans, je crois que ça se dit en plus, mais bref. Donc du coup Samhain qui se passe du coup en automne pour nous, c'est le nouvel an païen, l'heure du bilan de l'année, la phase d'introspection et de réflexion. On rentre dans la saison sombre, donc en fait c'est le moment en fait de réfléchir, de commencer on va dire à réfléchir à soi, à réfléchir à ce qu'on veut faire l'année suivante. Vraiment une phase d'introspection comme c'est dit. C'est la fin du bilan. C'est ça. C'est la fin de l'année. C'est exactement ça. Ouais. On fait un bilan sur aussi ce qui s'est passé. Et du coup c'est à cette période-là du coup la fin de l'année que les défunts sont honorés et niveau symbolique c'est l'heure aussi de laisser mourir ce dont nous ne voulons plus. On se libère de tous les fardeaux, les choses qu'on n'a pas aimées dans l'année, on essaie de vraiment tourner la page et d'avoir une page vierge pour recommencer l'année. Ok. Donc on abat aussi, du coup c'est un période un peu plus agricole, on abat le bétail que l'on ne veut pas nourrir tout l'hiver pour se faire des réserves, et pareil pour les récoltes en fait, donc vraiment ça suit vraiment encore nous ce qu'on fait aujourd'hui. Donc chez les anciens peuples celtes, Samhain du coup ça durait 7 jours, ça permettait du coup de créer une ouverture entre le monde des vivants et le monde des défunts. C'est la clôture du coup de la saison claire et le passage à la saison sombre. Là où du coup il n'y a plus de récolte non plus. C'est ça, tout ça exactement. Là on rentre vraiment niveau naturel, au niveau de la nuit qui prend le pas sur le jour. Il fait nuit beaucoup plus dans la journée. Il fait nuit plus tôt. Voilà, c'est ça. Les arbres sont morts, les fleurs sont mortes. Enfin ouais, je comprends sombre, c'est vraiment surtout quoi. Donc au fil des ans, en fait, cette fête elle a traversé divers milieux populaires et ruraux qui a aussi permis de développer du coup un folklore, comme on disait au début, en fait, une espèce de hype autour d'Halloween, qui était encore Samhain. Il faut savoir que c'était pas une fête qui était austère, c'était écrit comme ça dans le livre. C'était vraiment une fête où on faisait des grands feux, où il y avait même des jeux. Donc là, je pense que ça vient quand même de là. Tous les jeux qu'on voit un peu dans les films, tu sais, où il faut les mordre les pommes dans l'eau, les trucs comme ça. C'était vraiment une fête qui était vraiment célébrée, un peu nous quand on célèbre le nouvel an en fait. C'est ça, on fait souvent des fêtes et des choses comme ça, c'était vraiment pareil pour eux en fait. C'était aussi un moment hyper intéressant au niveau politique, j'ai appris ça. C'est qu'en fait c'était vraiment des réunions aussi de personnes politique en fait pour parler des questions importantes au niveau administratif et aussi des alliances politiques. Ok. Alors est-ce que c'était parce que je sais pas pourquoi à cette période-là c'était important, mais peut-être avant la période, peut-être après la période claire au niveau de gérer des récoltes, des trucs comme ça. Peut-être que c'était le moment de faire aussi un bilan aussi pour eux au niveau politique. En fait c'est vraiment un bilan général et puis c'est une fête du coup qui réunit en fait. Il y a tout, que ce soit les politiques, les agriculteurs, mais tout le monde se mélangeait, toutes les classes sociales. Pauvres, c'est ça, toutes les classes sociales se réunissaient pour célébrer ces fêtes-là. Donc c'est vrai qu'en fait ça permettait de voir aussi tout le monde et peut-être de parler aussi avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y avait pas de maire à l'époque, mais c'était peut-être au chef du village d'aller parler aux agriculteurs pour voir un peu ce que ça avait donné cette année, comment enfin je pense que c'est un mélange de ça aussi qui permettait du coup d'avoir un peu des conseils comme on peut avoir maintenant dans nos mairies en fait. Vraiment je vois dans ma tête Abra Raccourcix sur son bouclier là. Totalement autour d'un banquier. Je ne sais pas du tout si c'est cette période là ou quoi. C'est honteux. Je sais plus. Mais en tout cas moi tu me parles de banquier, fête de village, je pense à mais ça fait un peu ça je trouve avec les grands feux toujours au milieu là. Ouais c'est ça. Bon en tout cas voilà. Alors, il faut savoir que du coup, l'arrivée du christianisme en Europe bouleverse un peu tout ça. Et là, du coup, on va un peu rentrer dans la période historique plus, parce que là, vraiment, on va parler de choses vraiment que très même... concrètes. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, en fait, ils vont supprimer certains cultes et fêtes païennes qui furent recouvertes par des nouveaux en fait, usages chrétiens.
la Toussaint s'impose par exemple face à Samhain. En fait, du coup, on ne célèbre plus cette fête-là un peu plus ancienne pour célébrer du coup la Toussaint. Et par exemple en Grande-Bretagne, tu l'avais aussi écrit, Samhain devient en fait Halloween, donc qui vient de All Hallow Eve, donc la veille en fait de toutes les saints. Et ça c'est en fait ça va pas être, quand on y pense c'est pas si vieux que ça. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait il y a un moment donné en fait en France. Sur le royaume de l'époque où le christianisme devient la religion majeure et est imposé en fait. T'as pas trop le choix. Il y a un combat en fait contre justement les croyances païennes, les fêtes païennes et tout ça pendant un moment. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fêtes qui ressemblent, enfin qui sont à peu près les mêmes périodes, à peu près pas les mêmes rituels, mais quand même, mais juste sous un autre nom puisque ça a été récupéré par le christianisme. Oui. Et puis il faut savoir que quand le christianisme est arrivé aussi, j'avais des petites notes mais je ne sais plus où elles sont. Il faut savoir qu'il y a eu aussi beaucoup de chasse à la sorcière. Ah bah oui. Je pense à, alors je crois que c'est en 1692, celle de Salem, par exemple, où il y a eu plus de 200 femmes en fait mortes. Alors ça c'est aux États-Unis. C'est ça. Alors j'ai pas regardé toutes les, mais c'est vrai que celle-là je la connaissais un peu plus que les autres. Mais la chasse des sorcières a fait aussi qu'en fait, pour le christianisme c'était quelque chose d'occulte en fait. Il fallait pas c'était pas une bonne religion, je pense. Et c'est pour ça qu'aussi peut-être le christianisme a fait le dessus, parce que ça a aussi créé de la terreur un peu, parce que juste à Salem il y a eu 200 femmes qui ont été noyées vivantes, brûlées. Donc vraiment c'est des choses qui aussi je pense ont un impact actuel aussi, de peut-être aussi créer cette ambiance de un peu plus sombre qu'on peut avoir nous maintenant à Halloween. Parce qu'il s'est passé ça côté, chasse. Oui, c'est ça. Chasse à la sorcière, quoi. C'est vraiment le terme. Oui, et puis chasse aux personnes différentes. Oui. Avec des croyances différentes. Ça nous rappelle un peu la Première et la Seconde Guerre mondiale, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment. C'est ça. Mais toujours c'est vrai que j'avais fait tout un cours qui était super intéressant quand j'étais en licence, justement par rapport à ça. Qui est en fait au moment où le christianisme s'impose, en fait c'est con, mais pour avoir de la légitimité, faut que en fait les gens y croient et il faut pas trop de religion non plus à côté. Et donc en fait il y a des sous-catégories du christianisme qui se créent. Il y a la chasse déjà à ça pour garder une unité. Je sais par exemple les protestants par exemple, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, les protestants sont pendant des années et des années persécutés, et effectivement que ce soit les sorcières aussi, enfin celles qui sont considérées comme des sorcières. Je sais qu'il y a aussi tout ce qui est les étrangetés de la nature ou quoi que ce soit. Les gens tout simplement qui sont différents, clairement, sont chassés par le christianisme, quoi, c'est exactement à cette période. Ça. Mais quand même au 19e siècle, les colons du coup irlandais immigrent beaucoup vers les États-Unis. Et du coup c'est là qu'ils emmènent aussi leur tradition, mais du coup devenue Halloween. C'est pour ça que maintenant en fait aux États-Unis c'est quand même quelque chose qui est c'est une des fêtes les plus importantes en fait du pays. Et en fait par exemple il y a eu des petits changements, c'est qu'en fait en Irlande et tout ça en fait c'était des navets qu'on gravait. Donc graver des, comme on fait les citrouilles, donc ce qu'on appelle les jack-o'-lanternes aux États-Unis, c'était avec des navets à la base, sauf qu'en fait c'est pas beaucoup de navets en Amérique, et du coup ça a été remplacé par la citrouille en fait. Vraiment c'est très terre à terre. Ouais, c'est ça. T'avais des navets en Irlande, c'est pour ça qu'on faisait ça. Finalement ça prend pas aux États-Unis vu qu'il y a pas de navets. C'est ça. Donc on choisit les citrouilles. Mais donc en fait c'est grâce aux Irlandais. Ah oui. Qui a donc Halloween aux États-Unis. Clairement oui, en fait ils ont rapporté, je pense, les restes qui leur restaient eux de Samhain aussi, mais du coup avec le christianisme, les nouvelles croyances, et du coup Halloween qui du coup s'est déplacé aux États-Unis en même temps qu'eux en fait. Et c'est là en fait je pense qu'à partir du 19e siècle et même après c'est là qu'en fait Halloween a clairement pris une ampleur différente. C'est l'une des fêtes les plus célébrées aux États-Unis et on peut le voir un peu partout. Enfin, je pense qu'il y a même des reportages sur tout ce qui est les décorations des maisons, et comme tu vas le dire, on n'a pas du tout les mêmes traditions, je pense, aussi vis-à-vis des récoltes de bonbons, des choses comme ça. Donc non, je pense que c'est des choses qui sont totalement différentes avec nous en plus, ce qu'on a en France, je trouve. C'est pas les mêmes ampleurs. Oui, du coup, je sais pas si du coup, est-ce que t'as terminé avec ton côté ?
c'est vrai que moi, quand j'ai fait des recherches, je m'y connaissais vachement moins donc en Samhain, et je comprenais moins aussi tout ce qui était religion ou quoi que ce soit. Donc en fait, ça m'a questionné sur mais pourquoi en fait à ce point aux États-Unis ça a été, alors que c'était pas de base leur fête. Enfin, ça ne provient pas de leurs origines en fait, puisqu'ils sont pas tellement aux États-Unis. Non. Ils ont pas de fondement comme ça de tradition celtique ou quoi. Et donc effectivement, j'ai été étonnée d'apprendre que c'était par les Irlandais. Quand à cause de la grande famine, ils ont quitté donc l'Irlande et ils sont allés tous, enfin une bonne partie aux États-Unis. C'est fou comme la culture comme ça peut se transmettre, peut s'implanter à un endroit, et du coup maintenant c'est presque, si on connaît pas cette anecdote de l'Irlande, pour moi Halloween c'était les États-Unis. Ah oui, bah bien sûr. Ouais, c'était un peu un truc, le nouveau monde, vas-y. Bah c'est ça en fait, il faut remonter vraiment à loin pour apprendre ces origines là. Ouais. En fait de Halloween, ça vient en fait d'une fête païenne qui était un sabbat, qui était par des sorcières. Ouais. Enfin en fait, il faut vraiment remonter à loin derrière. Alors j'ai pas vraiment la date précise. En fait, on sait pas trop. Il y a pas en fait de travaux qui ont pu montrer à peu près quand est-ce que c'est arrivé. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment en fait le monsieur qui a en fait un peu étudié la Wicca, qui a en fait parlé de ses origines dans un livre, et en fait c'est là à peu près, on s'est vraiment basé beaucoup sur ces écrits là pour en apprendre plus sur ces fêtes païennes en fait, parce qu'il n'y avait pas forcément de preuves, on va dire, sur Samhain et tout ça, donc en fait on n'a pas vraiment de date exacte à quand est-ce que c'est arrivé, sachant que tout ce qui était Salem et tout ça c'est quand même arrivé au XVIIe siècle. Bon voilà, je pense qu'en vrai au XVe ou XVIe siècle ça a dû commencer à arriver quoi, mais bon c'était quand même il y a et Samhain c'est vraiment que Wicca? Non, c'est vraiment en fait, aussi les peuples celtes. En fait les Wiccans utilisent en fait la même roue païenne la roue païenne que les sorcières entre grosses guillemets, mais avec des choses comme ça, mais aussi en rajoutant pour eux leur dieu, parce que leur religion se base avec du polythéisme, parce que du coup je pense qu'il y a la déesse qui est aussi importante parce qu'elle enfante le dieu, mais c'est vraiment le dieu et la déesse qui en fait se basent vraiment sur la roue de l'année, mais ils y rajoutent quand même cette roue païenne en fait. Les deux sont vraiment liés. Ouais. Avec des éléments un peu plus pour un, mais vraiment les Wiccans se basent, si je dis pas de bêtises, se basent sur cette roue là, d'après ce que j'ai compris. D'accord, ok. Donc c'est vrai que je reprends mes petites notes parce que ça m'avait j'avais beaucoup de choses qui m'avaient questionné. C'est voilà pourquoi en fait, ça devient très populaire, il me semble, donc en fait aux États-Unis dans les années 20, surtout Halloween. Et voilà, comme tu le disais, on remplace les navets par des citrouilles, c'est l'origine locale en fait. Et surtout, voilà, il y a une diffusion après dans le monde grâce à l'Amérique, parce que voilà, américanisation, tout exactement. Ça, voilà. Mais alors voilà, comment ça se déroule? En fait, maintenant, aux États-Unis, c'est vraiment cette tradition de le 31 octobre, les gens se déguisent et vont dans la rue en fait toquer aux portes pour, surtout les enfants, pour réclamer donc des bonbons et revenir avec leur butin chez eux et voilà fêter Halloween. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais nous en France, pour ma part c'est mon cas personnel aussi, c'est quelque chose qui est pas inadapté, c'est une fête inadaptée en fait à la France, je trouve, parce qu'on n'a pas du tout la même culture, on n'a pas cette culture, je trouve, du porte-à-porte. Genre je sais que dans les traditions surtout anglo-saxonnes, et donc par la suite aussi aux États-Unis, c'est qu'il y a déjà cette tradition d'aller toquer aux portes, par exemple pour demander des sous pour le chant de Noël ou des trucs comme ça. Et nous, moi j'ai jamais vu ça du coup chez moi. Bah non, on a les calendriers de pompiers. Bon. Et les éboueurs. Et encore ils font chier, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ce côté oh là qui c'est qui vient sonner, c'est pas du tout, alors que je vois aux États-Unis ça sonne, ça toque. Oui, et puis comme on en parlait aussi, la forme des maisons. Ouais, oui, ça se voit sous l'architecture. L'architecture, on va chercher. Parce que, comme tu disais, les quartiers aux États-Unis, c'est des résidences, c'est des résidences, voilà, avec les pelouses qui sont ouvertes. On peut vraiment accéder très facilement à la porte d'entrée. Tu parlais du livreur de journal. Oui, c'est ça. Bah ouais, le livreur. Je vois le petit, comme on voit dans les films, le petit gars qui est en vélo là, qui balance le journal contre la porte tout de suite ou quoi que ce soit. Nous, il y a un mur quoi. Et nous, voilà. Nous, mais on est. Et puis on a des fortifications quoi. Ouais, c'est ça. Genre
je vois par exemple, c'est très rare qu'il n'y ait pas de portail, qu'il n'y ait pas de sonnette déjà à l'avant. Enfin, faut vraiment faire un périple pour arriver chez quelqu'un aujourd'hui. Bah en fait, j'étais en train de me dire que je visualise un peu. Alors évidemment, tous les quartiers des États-Unis ne sont pas comme ça, mais c'est vrai que quand tu vois nous les influenceurs qu'on peut suivre, moi je sais qu'il y en a pas mal que je suis qui redécorent leur maison comme je disais au début. Et c'est qu'en fait, c'est dans des quartiers résidentiels où il n'y a pas une barrière. Et là, je suis en train d'essayer de chercher en France, est-ce que j'ai déjà vu un quartier où c'est ouvert comme ça sur une grande allée, de voir aucune maison avec un mur quoi. Et là tu vois, je me dis, je suis dans un quartier quand même assez calme moi par exemple, et en fait je réfléchis, en fait toutes les maisons on a des... Alors est-ce que c'est aussi quelque chose, une loi qui est passée en France, parce que tu vois moi je sais que très bien à la mairie on a dû poser par exemple le crépi du mur hyper vite, t'as un délai de 5 ans pour poser ton crépi sur ton mur, tu vois. Alors est-ce que par exemple c'est des choses où c'est un peu obligatoire, où c'est conseillé de le faire, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi cette culture là différente. Regarde, chez mes parents il n'y a pas de portail. Bah oui, c'est vrai. Il y a rien. Et c'est pas, je sais que c'est pas par culture de oh on est ouvert, non, je suis pas sûre que ce soit ça de la part de mes parents. Mais voilà. Après il y a quand même un petit bout pour aller jusqu'à chez toi quoi. Alors c'est ça aussi, la maison est un peu éloignée et tout ça, mais je pense aussi c'est parce que faut le faire, faut clôturer ou quoi que ce soit, et je sais que c'est dans leur projet, donc vraiment ça va quand même à l'encontre de la mentalité un peu américaine de c'est ouvert et voilà. Et donc c'est vrai que ça déjà je trouvais que c'était un point qui est assez étonnant en fait, et d'ailleurs moi j'ai jamais fêté vraiment Halloween, j'ai pas eu ce truc là, enfin mes parents m'ont jamais vraiment inculqué l'idée de se déguiser à Halloween, aller faire le porte-à-porte et tout ça pour récupérer des bonbons. Du coup ce qui a fait que je l'ai jamais fait, parce qu'effectivement en fait quand t'es un peu un gamin tout seul ou un groupe de gamins, déjà mes parents ils avaient un peu peur c'est ça. de me laisser seule dans la nuit, tu sais, genre y aller et tout, surtout que nous on n'est pas dans un quartier, enfin dans un lotissement comme toi ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai que vous êtes un peu excentré. On est un peu excentré, bon déjà en plus on est à côté du cimetière, donc ça fait super peur. Sympa, mais en plus voilà, il y a tout ce côté, mes parents moi ils m'ont tout de suite dit, mais en fait pourquoi tu as envie d'aller déranger les gens? Et en fait je sais qu'il y a cette culture, enfin moi en tout cas nous on l'a eu chez moi, ce côté j'ai pas envie d'aller toquer chez les gens, j'ai peur de les déranger, parce que je sais qu'à l'inverse nous on se serait senti dérangé en fait toute la soirée des deux gamins qui toquent pour qu'en plus on leur donne des bonbons. Oui, c'est pas du tout la même, clairement. C'est pas la même mentalité. Nous moi c'est pareil, j'ai pas fêté beaucoup Halloween, déjà j'avais pas le droit de le faire à un moment, je pense qu'il y avait un premier rapport qui était particulier, où il me semblait avoir eu une discussion avec mon père en disant non mais c'est pas dans notre culture. C'est pas notre culture, et il me semblait la première fois que j'ai dû lui en parler en disant j'aimerais bien faire la tournée des bonbons machin, et il me semble avoir eu cette discussion un peu en non mais ça, c'est américain quoi, genre c'est ça n'est pas chez nous. C'est ça, et je l'ai fait 2-3 fois je dirais, où on est sortis, mais c'est pareil, on était au collège et je crois que ça s'est arrêté au collège de toute façon, où on est sortis 2-3 fois, et dans mon quartier donc c'était pas non plus très loin, mais et après on a clairement préféré faire des fêtes déguisées chez nous en fait. Bah oui, en fait c'est vrai que c'est ça que j'allais dire, c'est qu'actuellement en fait si je fêtais Halloween et je vois nos copains ou quoi que ce soit quand ils le fêtent, c'est plutôt venez à la maison, on se fait une soirée Halloween. Oui c'est ça. Et c'est en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire se déguiser, se faire des petites friandises un peu en mode Halloween et se regarder des films d'horreur. Ah bah oui. Et quand tu sais qu'en plus ça n'était pas ça de base Halloween, tout le côté horrifique. Ah bah là on perd, oui, on passe d'une chose en fait à une autre en fait. Ah bah c'est vraiment, c'est même plus païen ni rien, c'est même plus pour je crois que cette période sombre c'est complètement en fait modifié, en mode vu que c'était le sombre, vu que c'est la nuit, t'as aussi donc comme tu dis le folklore qui est venu avec les croyances, le côté un peu paranormal, monde des défunts et tout ça, et aujourd'hui vraiment c'est la sorcière avec le chapeau pointu, le petit balai, et même tout ça s'est modifié. Je vois même maintenant, enfin ça part un peu loin, où même maintenant je vois des gens se déguisent en tueurs en série. Et oui, avec Jeffrey Dahmer par exemple. Avec Jeffrey Dahmer. Ça avait fait polémique l'année, la sortie de la série. Et ça peut se comprendre aussi. Bien sûr. Halloween, c'est vraiment, comme on dit, presque magique en fait. Oui. Et maintenant on y met aussi nos
nos peurs, j'ai envie de dire, nos trucs horrifiques de nos générations actuelles en fait. Et donc ça prend totalement une autre tournure, alors que c'était pas les films d'horreur et tout ça, c'était pas de base ça. Et ça, je pense que ça provient vraiment des États-Unis. Oui. À partir du moment où ça a été récupéré en fait. C'est ça, aux États-Unis, c'est devenu. Il y a eu les séries. Un changement aussi de la mentalité, du coup, par rapport au folklore qui a changé aussi, du coup, c'était plus la même ambiance. Après, je voulais juste revenir sur le fait de la chasse aux bonbons, là, du trick or treat. Trick or treat. Ça vient quand même d'assez longtemps, c'était une tradition en fait aussi ancienne. En fait, c'était Alors, c'était pas on donnait des bonbons, mais en fait, on laissait de la nourriture devant la maison pour apaiser les esprits. Ah oui, c'est ça. Donc alors, ça, voilà, c'était juste pour faire la petite aparté historique de mes recherches, mais c'est quand même des choses qui sont quand même restées, mais en fait qui ont été modifiées. Mais en fait, quand tu penses, tu dis aujourd'hui les gens vont chercher des bonbons, d'où ça vient? Un peu comme la citrouille qu'on disait tout à l'heure en fait, et tu te rends compte qu'en fait en remontant un peu, tu peux retrouver des similitudes, mais vraiment qui ne sont pas du tout les mêmes. Et pareil avec les bonbons, enfin on va y revenir aussi, mais l'impact du marketing, du bonbon et tout ça, c'était quelque chose de très important, qui est important aussi. Ouais, c'est vrai que je sais que la diffusion en France en tout cas d'Halloween, c'est arrivé en fait à peu près dans les années 90. Donc il y a pas si longtemps que ça. Ouais, et puis c'était quand même la différence entre les États-Unis, c'est ça, ouais. C'est ça, la différence, c'est qu'en fait, grâce aux séries américaines, c'est-à-dire tout ce qui est un peu sitcom et tout ça, tout à coup c'est arrivé en fait en Europe et tout ça, ça a été diffusé. Donc évidemment, quand tu vois ça à la télé ou quoi, tu commences à le faire. Vu que c'était dans les séries, les commerces ont commencé aussi en fait à se mettre dans le thème, et on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile aussi de vendre quand il y a des thèmes en fait dans l'année qui entrecoupent, que ce soit donc les fêtes religieuses comme Pâques ou quoi que ce soit qui vendent à un certain moment de l'année du chocolat, la Saint-Valentin c'est ça, les fleurs, les bijoux, quoi que ce soit, qui font tout leur marketing là-dessus. Halloween n'y coupe pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment pas plutôt une fête, au lieu d'être portée par la religion, est-ce que c'est pas plutôt porté justement par le commerce? Bien sûr que si. Voilà, je pense qu'il y a quand même encore des croyants qui célèbrent, mais clairement c'est plus une hype de la saison, de l'ambiance, des couleurs aussi qui sont quand même, moi tout ce qui est orangé un peu, clairement automne, c'est des couleurs que j'affectionne aussi. Donc c'est vrai que moi, dès que ma maison dès qu'on arrive en septembre, mi-septembre, moi je décore ma maison en fonction d'eux aussi, parce que c'est des couleurs que j'affectionne et qui sont pas là toute l'année, et c'est vrai que je me mets dans un mood de... Ouais, c'est ça. Il y a mood Halloween, c'est ça, un peu voilà. Mais oui, c'est des choses qui sont... qui clairement, je pense que on est clairement éloigné le plus des croyances de base de cette fête, quoi. Mais elle a quand même réussi à arriver en France. Et tu vois, je pensais un peu, par exemple, Thanksgiving, on n'a pas du tout cette fête là. On n'a pas du tout. Qui est quand même, on a le Black Friday, mais bon, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Mais c'est clair que, tu vois, je pensais à Thanksgiving, c'est en fait cette fête là, elle a. Alors, est-ce qu'elle est vraiment apparue en France à un moment? Je ne pense pas. Non. Mais c'est vrai que je vois le cadre de Norman Rockwell, le repas de famille, j'adore. Avec la dinde en plein milieu, et je me dis en fait j'ai l'impression que nous c'est juste un dimanche en famille. Je pense que Halloween, disons que vu qu'en plus de base c'est une fête qui donc est venue des pays anglo-saxons et tout ça, et qu'en plus c'était un peu lié à la religion païenne des Celtes et tout ça, nous aussi on aurait pu être impliqués un peu par ça. Et en fait, après, ça vient des États-Unis. Donc, même si aujourd'hui on dit, c'est quand même pas notre culture, en fait, Thanksgiving, c'est pas du tout notre histoire. Non. C'est vraiment, on remercie, c'est vraiment le côté pour les terres, en fait. C'est ça, Thanksgiving, c'est donner donner du. Quand tu le traduis mot à mot, c'est donner du merci, quoi. Oui, mais c'est remercier. Remercier, en fait, ouais. Et donc, vraiment, c'est pas du tout lié à nous, quoi. Non. C'est donc. Voilà, pour le coup, je comprends que ça ne soit pas encore... et je pense pas que ça arrivera chez nous un jour. Non. Comme nous, on doit avoir des traditions qui n'arriveront jamais ailleurs. Parce que par exemple, le 1er mai, tu sais, le fait d'offrir une tige de muguet. Ah, je sais pas.
tu vois, faisait des trucs comme ça. Je sais pas, Moi je sais que tous les ans mon père m'offre ma petite tige de muguet avec ma mère et ma grand-mère et il nous offre ça et puis voilà. Mais il y a des choses je pense qui ont eu un impact sur nous. À travers, comme tu disais, les films d'horreur, les sitcoms, les influenceurs maintenant, parce que clairement c'est un Mexite à part aussi, qui nous montrent, voilà, comme je disais au début, là par exemple j'ai vu une fille hier, c'était j'enlève la déco de base qu'il y a dans le truc et je mets la déco d'Halloween quoi. On est le 27 août quand on enregistre ce podcast, on s'y prend à l'avance. Mais c'est pas grave. Mais j'étais en mode putain les gars, waouh. Mais je pense laissez la fin de l'été. Ça c'est dû donc tu sais, tu te rappelles le livre de Caro From Woodland. Ça c'est donc une illustratrice de base qui a sorti des livres et tout ça, qui fait de l'aquarelle, enfin c'est magnifique et je sais qu'avec Emma on affectionne beaucoup son travail et elle a sorti donc des livres pareil en fait un peu sur les fêtes. Donc là ça c'était un automne cosy, mon automne cosy c'est ça. Voilà, je crois qu'elle a fait mon hiver aussi. C'est ça, il y a les 4 saisons. Ah bah c'est parfait. Et je vais tous les acheter. Non mais donc en tout cas dans mon automne cosy, évidemment elle a fait une page sur Halloween où elle explique elle comment elle décore sa maison et alors surtout elle a fait 3 pages je crois qui m'ont vachement parlé là quand je les ai lues il y a quelques jours. C'est par exemple la liste des épisodes de Friends d'Halloween. Oui. C'est peut-être des trucs tout bêtes, mais ça passe à travers ça aussi, Halloween. C'est qu'est-ce qu'on regarde à Halloween. Alors t'as le côté horrifique, que ça c'est un peu plus, j'ai envie de dire, répandu que on regarde ça. De plus en plus, je trouve qu'il y a un retour quand même, peut-être vers la croyance sorcière et tout ça pour beaucoup, et donc on regarde quoi? On regarde Gilmore Girls, des trucs beaucoup plus les séries cosy, cocooning, un truc où voilà, on fait chauffer des petits pains à la cannelle, on boit un petit chocolat chaud, on se fait un marathon Harry Potter. C'est l'ambiance de toute façon. C'est tout ça. Moi je sais que par exemple je les regarde pas le reste de l'année, mais arrivé l'automne, je sais pas pourquoi je me mets dans un est-ce que c'est le fait d'apprécier cette fête et un peu plus de la ressentir par rapport à moi, mes croyances je vais dire, et tout ça, mais j'ai l'impression de ressentir cette chose là, de me dire je me rapproche d'un monde qui en fait un peu part, tu vois, genre ça se frotte un peu à un moment donné de cette période là et les deux repartent dans un sens contraire en fait, et je sais pas pourquoi cette période moi elle me met dans un mood et je me dis c'est toujours à cette période là que je me refais par exemple tous les Conjuring parce que j'adore, c'est pas du tout comme les croyances on va dire celtes que j'affectionne aussi et que j'aimerais en apprendre plus et tout ça constamment. Là on est sur du paranormal donc c'est pas la même chose non plus, mais bon il y a quand même ce lien avec un autre monde proche du nôtre. Moi j'y crois. Voilà, j'ai lu leurs bouquins à Ed et Lorraine Warren. Les films, je les trouve très bien. Alors il y en a qui diront que c'est nul, machin, mais bon, on peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, c'est vraiment ces films-là, je les regarde à ce moment-là. C'est vrai que j'ai ma période un peu plus film d'horreur où je me remate des films que j'ai déjà vus. Les Conjuring, il y en a maintenant 7, je crois, ou quelque chose comme ça, donc je me les refais tous. Mais c'est aussi ma période où je me rapproche un peu plus de ces choses-là que j'aime faire. Tu vois, je sais que je me garde à apprendre le tarot pour cet automne-là parce que j'avais pas encore appris, utiliser mon oracle que j'ai aussi, le pendule ça je sais faire, mais il y a plein d'autres choses que tu peux apprendre. Mais c'est des choses que moi cette période-là je l'aime beaucoup parce que je sais qu'il se passe des choses. Mais c'est comme Noël après par exemple que j'aime tout autant, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout, on perd quand même les origines en fait de ces fêtes-là quoi. C'est porté je pense aujourd'hui effectivement par le commerce, un rayonnement en fait américain sur l'ensemble du monde qui apporte beaucoup de choses. Et donc je sais pas si tu voulais en parler là, mais moi en fait j'avais fait un petit lien en me disant mais en fait ailleurs en fait comment ça se fait, et j'ai pensé en fait à El Dia de los Muertos. Voilà, qui est donc mexicain. C'est ça. Ça, c'est totalement une autre fête, à peu près dans la même période également, où c'est pareil en fait. Je sais pas trop pourquoi c'est toujours faire ce moment-là. Je pense que pareil, c'est le moment où peut-être ça décline, le temps. Peut-être qu'il y a des origines aussi qui sont un peu plus. Il y a peut-être des choses qui se retrouvent dans diverses religions, croyances. Oui, c'est ça.
Et du coup, bah, c'est vraiment pareil le côté où je sais, bon, j'ai vraiment cette image de Coco, moi, le film Disney, hein, enfin Pixar. Oui, Pixar, c'est un Pixar, Disney, ouais. Où je vois, ils font leur hôtel de famille, où ils mettent les photos des. La ofrenda. C'est ça. Et voilà, ils donnent les offrandes, et en gros, si t'es pas honoré par ta famille, comme il y a dans le film, bah en fait, tu ne peux pas en fait avoir une belle. Je sais pas comment. Un passage vers le monde des vivants pour. Bah, c'était un peu ça, c'était en fait tu es oublié aussi. C'est ça, tu es oublié par ta famille, enfin par ta famille. Si t'es oublié, bah tu disparais à jamais. C'est ça. Tu n'es pas célébré et tout ça. Et c'est vrai que, bah en fait, j'avais trouvé dans Coco, même si j'ai énormément pleuré ma race, j'ai trouvé que c'était un film tellement émouvant en vrai. Mais très beau, mais justement par le côté où c'est une autre vision de la mort. Et justement, je trouve qu'Halloween apporte cette vision un peu, bah aujourd'hui surtout, peut-être pas à l'époque des Celtes ou quoi que ce soit, mais c'est un peu poltergeist. Enfin, c'est pas du tout le même. Ouais. Ah non, mais c'est ça, pas du tout. Un peu le truc horrifique justement où aujourd'hui c'est les fantômes, les vampires, le folklore un peu horrifique. Tandis que j'ai trouvé que El Dia de los Muertos, c'est vraiment juste c'est la fête, les morts chantent avec toi, les calaveras. Tout ça. Ouais, je trouve que en fait ça, en faisant en fait du lien, je trouve que alors les Mexicains ont peut-être aussi cette croyance, ils sont très croyants. Enfin, dans l'image que j'ai des Mexicains, alors en général évidemment je mets pas tout le monde dans le même panier, mais ils sont quand même encore très croyants. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose qui leur tient, je pense, à cœur. Tu vois, par exemple, dans le respect à fond, quoi. C'est ça. Et du coup, je pense que tu vois, ça fait un peu. Je pense que ça existe aussi depuis longtemps, mais du coup tu dis qu'une religion peut perdurer, par exemple les Celtes et tout ça, en fait clairement maintenant c'est totalement effacé, alors qu'au Mexique en fait ils célèbrent encore ça dans, comme on disait, c'est pas des choses c'est des repas de famille où on fait la fête, on célèbre la mort en fait, parce que c'est quelque chose d'hyper important dans la vie, et je trouve qu'en fait du coup c'est hyper intéressant parce que il y a des traditions qui persistent en fait à travers les âges. Ça fonctionne pour certains pays. Est-ce que, tu vois, par exemple, je pense, peut-être en Inde aussi, ils sont très aussi sur ça, aussi le vivant et aussi ce qui se passe après, avec tout ce qui est chakra et tout ça aussi. L'Inde aussi, c'est une religion très sur la terre, sur voilà. Les vaches et tout ça sont des dieux en fait. Oui, c'est ça. Donc, à partir de là, voilà. Bon, tu dis qu'il y a quand même un rapport à la nature qui est quand même très proche, mais c'est du coup c'est hyper intéressant de voir qu'en fait et puis ce tabou de la mort aussi qui peut être en France quand même quelque chose de très tabou, je trouve. Ouais, en vrai. Ouais. Et alors que dans d'autres pays, en fait, tu célèbres ça comme si c'était je pense un anniversaire, par exemple. En tout cas, où c'est beaucoup plus dans le joyeux, en tout cas. Enfin, dans le joyeux, je sais pas, mais en tout cas, beaucoup plus festif, oui. que nos enterrements ou la Toussaint, par exemple, c'est quand même un moment de respect et tout ça aussi, mais beaucoup plus plombant, je trouve. Enfin, voilà, de respect, tu viens poser ta fleur sur les tombes de tes ancêtres, mais je pense que il y a tout ce côté au Mexique très culture de fête, quoi, en fait. Non, c'est sûr. Donc voilà, après moi c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça, par rapport à aujourd'hui. Moi j'avais marqué en fait aujourd'hui, en fait vraiment Halloween c'est une fête qui est mondiale. Parfois vue trop commerciale comme de nombreuses fêtes qui existent maintenant, mais c'est une occasion aussi de célébrer pour certaines personnes des histoires, des peurs et de la créativité. En fait, moi je sais que si je devais raconter un souvenir d'Halloween précis, je me rappelle d'une fois avec mon meilleur ami, en fait on avait passé l'après-midi à préparer en fait plein de petits trucs parce qu'on faisait une fête d'Halloween le soir. D'accord. Et en fait on avait préparé plein de trucs pour Halloween, mais en fait on avait fait des balais avec tu sais, comment on appelle ça, les trucs d'Alsace là, tu sais, les bâtonnets de. Ah oui, les genres de bretzel. Ouais, mais durs là. Long. Avec, en fait, on avait fait des ficellos pour mettre des balais. On avait fait des yeux avec du litchi et des trucs comme ça. On avait fait des chamallows avec des yeux pour faire des fantômes. Et on avait vraiment passé l'après-midi à faire. on avait fait des momies en knacky. Et des pâtes feuilletées, mais vraiment je trouve que c'était vraiment, tu vois, j'ai trouvé ça hyper sympa parce que du coup on cuisinait et puis j'aime bien ça, et puis vraiment pour moi c'était un peu fêter Halloween un peu d'une autre façon, et puis vraiment de faire ça un peu, de jouer le jeu, c'est ça, et de vraiment de faire une bonne soirée et pas aller chercher des bonbons comme on pouvait le faire. Oui, c'est le côté vraiment créatif qu'il y a aujourd'hui, je trouve.
qui est de plus en plus mis en place. Après avec les réseaux sociaux, TikTok, tous les DIY, les DIY, voilà. Ouais, c'est vrai que ça a aussi évolué dans ce sens-là ces derniers temps. Et vers un truc que je trouve plus fait main et plus décoration naturelle. Genre je sais pas comment expliquer. Après c'est peut-être notre feed qui est comme ça. Oui, peut-être, mais on est passé, enfin comme les trends en fait au TikTok, je trouve que il y a eu la trend de la clean girl, maintenant c'est plus du tout, enfin apparemment ça rechange. Bon alors moi je suis pas du tout quelqu'un qui se maquille et tout ça, donc j'avoue que bon, moi je fais ma skincare et je suis déjà contente de l'avoir fait. Et je mets un coup de mascara et on est reparti quoi. Mais déjà penser à mettre de la crème le matin, c'est déjà bien. Mais non, alors est-ce que c'est aussi je pense que c'est quand même notre feed aussi actuel, mais on est dans une ère aussi où je pense qu'il y a quand même des gens qui se rendent compte que acheter c'est pas forcément utile tout le temps, et de réutiliser et de créer aussi, ça peut être un côté ludique qui est sympa. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc là aussi de dire on revient un peu au naturel, enfin des fleurs séchées, des choses comme ça. En fait je trouve que ça fait bien. C'est aussi ça. Mais c'est vrai, on revient sur un truc de fleurs séchées, de feuilles, de bougies, de plus naturel, tandis qu'avant ça aurait été les gros lampions de chez Casto quoi. C'est ça. Enfin de chez Jiffy et voilà quoi. Oui. Donc voilà. Et pour conclure ce petit podcast, moi je voulais proposer de vous lire du coup la légende de la Jack-o'-lanterne. Donc on parlait du coup des navets transformés en citrouilles, et du coup ça a une origine particulière, et du coup je m'étais proposé de lire cette petite histoire. Mais je t'en prie. Avant de clôturer ce podcast sur Halloween. Donc je vais lire, c'est pas, je lis dans le livre qui est très bien. Donc voilà, désolée si j'écorche, j'ai la pression. T'es tendu là. Alors, la légende de Jack-o'-lanterne. Connaissez-vous la légende derrière les citrouilles grimaçantes d'Halloween ? Un vieux conte irlandais raconte que nous devons ces lanternes à Jack, un homme avare, cruel, et à l'ivrognerie si notable que même le diable en avait eu connaissance. Un soir que Jack était au pub comme toujours, le diable lui rendit visite pour l'emmener aux enfers. Jack y consentit à condition que le diable lui offre une dernière bière. Le diable accepta et se transformant en une pièce de 6 pence, plutôt que de la payer sa bière, le vil Jack, dans son avarice, s'empara vivement de la pièce et la fourra tout net dans sa bourse qui contenait, comme souvent à cette époque, une croix d'argent. Le diable, incapable de se retransformer, fut prisonnier. Jack, à son avantage, promit au diable de le délivrer à condition qu'il ne s'empare pas de son âme avant 10 ans. Les années s'écoulèrent et à la date convenue, le diable se présenta à nouveau à Jack, sur la route de campagne. Jack usa encore de sa ruse et demanda au diable de lui cueillir une dernière pomme avant le grand départ. Le diable accepta. Alors qu'il montait dans l'arbre, Jack se hâta de sortir son couteau pour graver une croix dans l'écorce du tronc et fit de nouveau prisonnier le diable. Il consentit cette fois à le libérer à condition qu'il ne prenne jamais son âme. Le diable accepta et s'en alla pour de bon. Quelque temps plus tard, la nuit du 31 octobre, Jack finit par mourir. Après une vie de débauche et de perfidie, l'entrée du paradis lui fut refusée. Il frappa alors aux portes de l'enfer, mais le diable lui rappela sa promesse de ne jamais prendre son âme. Jack fut donc condamné à errer dans le monde des vivants, sans repos jusqu'au jugement dernier. Afin d'éclairer son chemin, il obtint du diable un charbon ardent qu'il plaça au creux d'un navet creusé en guise de lanterne. Devenu Jack Jack-o'-lanterne, on dit qu'il réapparaît tous les ans, la nuit de sa mort, la nuit d'Halloween. Voilà. Quel con ce Jack. Ouais, n'empêche. Franchement, pas malin le gars. Pas malin. Mais j'aime beaucoup l'histoire, franchement je la trouve très intéressante, et puis je trouve que ça crée aussi un peu du folklore en plus. Ouais, c'est ça. Puis en vrai, moi c'est con, mais j'ai creusé en fait beaucoup de Jack-o'-lanterne en fait ces dernières années, parce que même si je fêtais pas forcément Halloween, mais j'ai toujours quand même gardé ce petit truc de j'ai envie de ma citrouille. Ouais, c'est vrai qu'on le fait, et nous on a même fait l'année dernière, je crois, on a même fait un challenge où en fait on avait acheté 5 citrouilles. Ouais. On était par équipe de 2 en fait, et on sculptait différentes formes dans les citrouilles et tout ça. Oh, trop bien. Et mais ça, c'est pour le coup, je pense que c'est un truc que j'ai quand même fait longtemps, parce que je me rappelle avoir quand même une citrouille devant ma maison. Ok. Même si on n'y allait pas, en fait, l'histoire, quand les enfants venaient chercher des bonbons à la maison, il y avait une petite citrouille. Je pense que c'est aussi permettre aux gens de dire on célèbre un peu, vous pouvez venir à la maison chercher des bonbons, quoi, je pense. Okay. Voilà. Et voilà pour ce petit podcast qui dure quand même 53 minutes aussi. Voilà, on espère que ça vous a plu.
Je ne sais pas donc si vous fêtez Halloween de votre côté, si vous avez des choses à dire par rapport à ça. Si vous avez des anecdotes sur Halloween ou des choses qu'on aurait oublié de dire ou des choses qu'on a mal dit aussi peut-être. Oui, c'est ça, des rectifications ou quoi, des gens qui pratiquent vraiment peut-être la religion Wicca, ou je sais pas, qui sont tournés plus vers ça, comme toi tu l'es, ou voilà, qui fêtent Halloween tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Exactement, à suivre le compte Instagram. Tout à fait. Et oui, n'hésitez pas à nous faire des retours. Je pense qu'on pourra peut-être aussi faire ça donner-nous des idées aussi sur des autres fêtes que vous voulez qu'on fasse. Je pense qu'on en fera peut-être une sur Noël. On peut essayer d'autres choses aussi, à voir si ça vous intéresse. C'est vrai que le côté histoire est quand même très vaste, donc il y a beaucoup, on peut dire beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées de podcast, on prend, clairement on prend. Et je pense qu'on vous dit à la prochaine. Tout à fait, à la prochaine. Bisous. Bisous.